Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 19 décembre 2024. Nous sommes au lendemain de la victoire des Parisiens sur la pelouse pourtant très maudite de Monaco. On va faire un tout petit podcast, donc on n'est que deux, je préfère vous prévenir. Daryl ayant été fidèle et présent comme toujours. Voilà, bonsoir Daryl, tu es le dernier. Salut Philo, salut tout le monde. Voilà, il est possible que de jeunes enfants participent à grands coups de cris derrière moi, ce n'est pas volontaire, mais c'est une réalité qui est possible qu'elle apparaisse, on va dire. Bonsoir sur le live, ça fait très plaisir de vous retrouver, puisque je vous avais dit qu'on essaierait de faire jeudi à 22h. Je n'ai pas invité Louis Sarkozy pour faire le nombre, il m'a dit qu'il avait une petite soirée au Sullivan The Bastille, une nouvelle, je ne sais pas ce que c'est, bref. On va se concentrer sur le football. Non, juste merci aux subbers Cunus avant-hier et Garine Chassette il y a quelques instants avant le podcast. On me dit bonsoir à tous pour ce podcast du plaisir. C'est effectivement parce que le match était particulièrement sympa, parce que il s'est passé beaucoup de choses durant cette rencontre en termes de scénario, de tout ça, que j'ai dit allez, même si on n'est que deux, faut qu'on en parle, puis le live il sera là pour nous aider, donc on va y aller. On me dit sur live, super match, effectivement je pense que ça a été le match le plus sympa et le plus intéressant de la première partie de saison, que ce soit en termes de scénario, en termes de plein de choses, de buts, de jeu même. Bon, c'était bien tout simplement. Match référence, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de comment dirais-je, de petites erreurs, de choses à revoir et tout. Mais en tout cas, on s'est régalé. Franchement, je crois que même les plus pisse-froids des supporters parisiens se sont dit à la fin j'ai quand même passé une belle soirée devant le PSG. Et bon, même si le club est quand même beaucoup critiqué pour des raisons plus ou moins valables, c'était franchement un moment cool. Donc, il fallait qu'on en parle tous ensemble. On me dit quand Ramos marque, je change mon caleçon. Il y a eu ce passage, mais il y en a plein d'autres. Il y a la première mi-temps en général, il y a le scénario, l'arbitrage, bref. On me dit sur live trop kiffant le match. Je crois que c'est ça. C'était un vrai beau match de football, des rebondissements, des actions, des buts, vraiment de tout. Donc c'était cool. Daryl, je sais pas comment tu l'as vécu, si tu l'as regardé, bon, probablement pas comme moi qui travaille devant les matchs, donc c'est forcément un peu différent, mais je pense que tu es comme tous à avoir vibré, non? Oui, c'était un match où on est passé par vraiment beaucoup d'émotions, de la colère, de l'incompréhension, de la joie, même de la rage. Non, c'était vraiment un match alors, déjà d'assez bon niveau. On nous a annoncé beaucoup de chocs cette saison à chaque fois qu'on affrontait des adversaires un tant soit peu réputé. Je trouve que c'est un peu le seul match de cet acadie qui a un minimum tenu ses promesses, avec deux équipes plutôt joueuses. Il y a eu voilà, en première mi-temps, il y a eu vraiment beaucoup de rythme. D'ailleurs, même en deuxième, hein, au final, là, il y a eu une intensité vraiment similaire à la Ligue des Champions. Et au final, une issue très favorable, une issue excellente même. C'était un match évidemment à n'absolument pas perdre pour éviter de relancer l'équipe qui, à mon sens, était la plus grande menace pour l'obtention du titre en fin de saison. Donc voilà, il fallait absolument pas perdre. Un nul était un résultat très acceptable, mais là, repartir avec la victoire malgré tous les vents contraires. Tu as évoqué l'arbitrage. Alors, on n'aime pas trop parler d'arbitrage ici, mais sur ce match, je pense que c'est quand même une donnée qui est essentielle, enfin, qui a vraiment conditionné beaucoup le match, même dans les Il, têtes. Euh, il est possible que nous fassions une exception ce soir parce que t'es obligé sur ce match d'en parler. Il y a des matchs, en général, Real PSG, tu te retrouves à en parler bizarrement. Barça PSG, tu te retrouves à en parler. Il y a quelques matchs où l'arbitre a un rôle prépondérant. Sur le match d'hier, on peut pas nier qu'il a un rôle vraiment important. Même si, comme on me dit sur ah live oui, très justement, au final, l'injustice a rendu le match vachement cool. Oui, parce que t'as un côté seul oui, contre tous.
Mais C'est ça. c'est heureusement qu'on gagne à la fin. Franchement, Bah oui, heureusement pour nous, évidemment, pour mais lui aussi aussi pour d'ailleurs. l'arbitre. Voilà. Pour Monsieur Le Texier, oui, 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 heureusement pour lui qu'on s'est imposé parce que il aurait été dans une situation, enfin, il est déjà en réalité dans une situation un peu compliquée parce que bon, le problème de cette décision assez folle, c'est que c'était le même arbitre qui avait expulsé Amin Harit. Donc voilà, il y a contre l'OM. Donc là, il y a un petit souci de cohérence que beaucoup de gens ont relevé et qui est évident. Mais bon, on reviendra sur ça plus tard. En tout cas, voilà, pour un peu lui donner mon sentiment et mon pouls de ce match, bah, c'était donc évidemment très plaisant. Aujourd'hui, on a 10 points d'avance en tête du championnat, avec un match d'avance sur la plupart des équipes. Mais globalement, on a fait un immense pas vers le titre de champion. Et on a affronté toutes les équipes du top 5 et toutes à l'extérieur, à l'exception de Lyon. Et contre toutes, on s'est brillamment imposé en marquant au minimum 3 buts. Donc Ouais. voilà, c'est une saison où on nous annonçait beaucoup de difficultés. Il y a à peine 2 semaines après le piteux nul contre Auxerre, l'ambiance était délétère. On était vraiment quasiment au bord de la crise pour beaucoup. Et donc cet enchaînement-là, Salzbourg, Lyon, Monaco, et puis après Lens constituait vraiment un tournant de la saison. Et pour l'instant, bah, ça a été brillamment négocié. Et alors il reste encore cette rencontre contre Lens, mais en tout cas, on va passer la trêve dans une situation vraiment idéale. En ayant déjà le titre de champion quasiment dans la poche, même si Luis Enrique ne l'admettra pas. Ça, c'est sûr qu'il voudra pas l'admettre, Lucien Riquet, parce que c'est pas trop le genre à dire on est déjà champion et tout ça. Sur le match en général, il y a beaucoup de réactions sur live sur l'arbitrage et tout. On nous dit bizarrement, on entend moins les agents parler de Luis Enrique dans les médias. Ah bah ça, c'est sûr que là d'un coup, on va beaucoup moins les entendre, ça, mais bon. Effectivement, à propos du live, un truc très vaste, c'est imaginer si Singo avait blessé un deuxième joueur alors que le Texier, quelque part, lui a permis de continuer la rencontre. Ça aurait été un scénario totalement improbable. Tenez, je vous mets un peu les notes des joueurs en grand, comme ça, si vous voulez les noter, n'hésitez pas. On parlera à la deuxième partie, comme d'habitude. Mais bon, voilà. Il y a effectivement cette erreur, mais je sais que bon, pour ceux qui sont habitués au podcast depuis longtemps, moi je trouve que non, il peut pas être noté l'arbitre, non. Et quoi que si, je crois, mais je sais plus comment il faut faire. Là, je vais parler d'un truc important, donc voilà. On parlera de notation de l'arbitre après. En gros, je trouve que c'est grave, évidemment, que Donnarumma ait été blessé, que Singo soit pas deuxième carton jaune ou rouge direct. Pour moi, c'est rouge, évidemment. Le geste est archi dangereux. Il rate sa conduite de balle, mais c'est pas notre problème. Voilà, enfin, on s'en fout qu'il rate sa conduite de balle, c'est dangereux. Il n'est pas expulsé. La partie continue, en fait. Le PSG gagne à la fin. Et en fait, le scénario rend cette non-expulsion quelque part un peu secondaire. Et je vais même le dire, aux yeux du développement de l'équipe, elle est positive dans le sens où le PSG a su rebondir malgré cet élément très contraire. C'est-à-dire que on n'a pas beaucoup d'évaluations possibles en Ligue 1, des bons adversaires, on n'a pas beaucoup. On a joué Marseille à 11 contre 10 pendant pareil 70 minutes. On a joué Lille, ils sortaient de la Ligue des Champions, et je trouve que c'est bien quelque part qu'en Ligue 1, on puisse se jauger contre les meilleurs adversaires dans les conditions quelque part les plus difficiles possibles. Parce que c'est comme ça aussi un peu que tu apprends et que tu peux utiliser ton championnat pour voir où t'en es en fait. Et c'est en ce sens que j'en veux pas beaucoup finalement à Monsieur Le Texier. Et j'avoue qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'arbitrage, mais je trouve que le contenu produit par les Parisiens est probablement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important que l'arbitrage. Évidemment que l'arbitrage est important parce qu'il n'a pas protégé le joueur. Et moi je trouve qu'il y en a un qui est peut-être encore pire que Singo. Une fois que Singo est passé, il est dans une situation un peu bâtarde. Il sait qu'il s'est loupé. Le VAR est catastrophique. Hein. Le bizarrement Brizard, encore une fois Jérôme Brizard catastrophique. Mais la deuxième action de Camara quand il se chope la cheville de Doué,
où là le VAR sait ce qui s'est passé avec Donnarumma en première mi-temps. Ils savent que Donnarumma a le visage archi défiguré, qu'ils se sont plantés. Et comment ils peuvent ne pas appeler le Texier et lui dire à ce moment-là, attends, tu t'es planté, on t'a abandonné en première mi-temps, là faut que tu viennes voir parce que c'est chaud en fait ce qui s'est passé. Et c'est là où c'est terrible, c'est que je trouve que le deuxième carton qui n'est pas donné à Camara, c'est peut-être le pire parce que l'arbitre il est sous pression et franchement c'est vraiment dur. Je pense que ce que le Texier a pris dans la tête après OM PSG, ça l'a vraiment, bon, on voit que ça l'a influencé en mal en fait. Parce qu'aujourd'hui, quelque part, il sait plus arbitrer. Mais quand le VAR n'appelle pas sur Donnarumma, parce qu'il n'est pas allé voir les images du VAR, le VAR l'a même pas appelé, et qu'ensuite, ils voient qu'il y a erreur, ils en parlent à la mi-temps, ils sont obligés d'en parler. Et ensuite, il y a deuxième avertissement qui est, enfin, il y a une action sur comment ça s'appelle, Camara sur Doué. On me dit le VAR peut pas appeler point jaune. Mais au moment où il est appelé, où ils peuvent l'appeler, ils peuvent pas l'appeler. Il peut mettre le rouge direct s'il veut. Hein. Quand il y a eu la faute avec Marquinhos il y a quelques semaines, ils sont revenus en arrière. Hein. Donc peu importe à vrai dire. Quand c'est un mauvais coup, pour moi ils peuvent revenir. Hein. Donc c'est en ce sens où ça a été catastrophique. Mais malgré tout, le Texier était un acteur involontaire, enfin important, même si je pense qu'il aurait préféré s'en passer. Hein. Mais en revanche, je trouve que ça. Il y a une personne sur live qui m'a dit que ça nous a aidé à créer un match référence. Je suis assez d'accord avec lui. Et dans la saison du PSG, ce Monaco-PSG me paraît être un match, si ce n'est charnière, vraiment important, dans le sens où on voit l'équipe qui est restée mobilisée, on voit la concentration des uns, on voit la solidarité, on voit le scénario qui est contraire. Mais le PSG qui s'en sort à la fin, quelque part, il a préservé le spectacle au final. Oui, oui, non, mais totalement. Après, le spectacle, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance du PSG. Le spectacle, évidemment, quand je vois un meilleur match, voilà. Mais je préférerais toujours un 1-0 qu'un 3-3, voilà. Je suis très pragmatique à ce niveau-là. Et donc, quelque part, ce que l'Etexier a permis via son erreur est finalement assez positif. Pardon. Donc, on a eu toutes les émotions. Et c'est vrai que nous tous là, on était devant la télé, on était fous, on disait mais c'est pas possible c'est l'arbitrage. Et c'est vrai que l'équipe, comme on dit sur live, elle est restée très très calme malgré l'arbitrage. Et ça, je trouve ça excellent dans le sens où il y a de la maturité dans leur attitude, dans leur réflexion. Alors après, Marquinhos qui fait presque des câlins à Singo, j'ai envie de te dire, t'es pas obligé d'aller jusque là. Hein. Tu peux lui dire qu'il a abusé, chacun fait de son côté. Mais je trouve qu'on me dit sur le live, je suis totalement d'accord avec vous, on en sort un peu grandi, plus mature, plus mûr, et quelque part, c'est bien. Et effectivement, le rôle de Luis Enrique qui est impeccable sur le banc de touche, qui ne bouge pas, qui est là, genre, rester dans le match. Et d'ailleurs, on le voit à l'arrêt de jeu avec Donnarumma. Dans la blessure. Voilà, oui. pendant la blessure. Son changement, ouais. Exactement. Il est en train de... le changement de position, Zaire Emery et Neves. Il est pas en train de dire aux autres, ouais, attendez, il y a drame et tout. Il est en train d'expliquer à tous les gamins, Neves, tu vas là, toi tu vas là, toi tu inverses et tout. Et je trouve que ça a participé grandement à garder sous pression un peu tous les joueurs, à ce qu'ils se déconcentrent pas. Donc, quelque part, ce fait de jeu qui est horrible, hein, parce que vraiment, oui, Singo est suspendu pour le trophée des champions à cause du premier jaune, hein, pas à cause de ça, mais il aurait pu prendre plein de matchs. Il s'en sort bien au final. Ce fait de jeu finalement est négatif pour Donnarumma parce que sa santé était mise en danger et qu'il a quand même eu un choc assez monumental, mais je trouve plutôt positif parce qu'il a permis au PSG de grandir au sein du match en fait. Donc je ne fais pas de Monsieur Le Texier un homme à abattre, je suis désolé. Et puis, même Luis Enrique l'a dit, être arbitre c'est tellement dur que ayons un peu de compréhension pour les malheureux. Daryl, oui, tu veux reprendre, excuse-moi. Ah oui, non, pas de souci, c'était okay, juste pour rebondir sur le Texier. Ouais. Je pense que c'est pas la peine. Bon, le résultat étant favorable, il n'y a pas nécessité, je pense, de l'abattre. Et puis je pense que, tu l'as dit d'ailleurs, hein, le match et ce qui s'est pris dans la tête suite à sa décision contre l'OM, où en gros, de manière très claire, on lui a reproché en fait d'avoir bazardé la rencontre, alors que bon, en soi, c'est pas comme si l'OM avait existé vraiment avant, mais bon, peu importe. On lui a reproché ça, et là, je pense que de manière très claire, dans ce qui était le choc du championnat et le match qui pouvait laisser un semblant de suspense, c'est forcément quelque chose qui a joué. Quoi.
Oui, totalement. Et tu vois, par exemple, sur live, on nous dit, visiblement, Boubi, là, l'ancien joueur de Ligue 2, qui trouve normal que Singo écrase la tête de Donnarumma, que le contact est le fait de la malchance. C'est le discours que tient pratiquement Luis Enrique. Il dit, bah écoutez, c'est le foot, c'est un sport de contact. Il y a des fois, il y a des graves blessures, il y a des mauvais gestes, mais on peut pas, on va pas lui dire que c'est bien fait, mais c'est triste, mais ça fait aussi partie du jeu. C'est Donnarumma, je suis désolé de le dire, mais c'est pas le premier gardien qui est dans cet état-là et qui finira avec possiblement des problèmes neurologiques à la fin de la saison, de sa carrière. Je sais pas si vous vous rappelez ce que Petr Cech avait subi avec Chelsea quand il a dû mettre les plaques dans le crâne, le casque et tout ça. Mais malheureusement, c'est le sport de haut niveau, ça se joue à une très grande vitesse avec des athlètes et tout. Ça arrivera encore. C'est terrible, mais on peut pas empêcher l'engagement de. Et on demande aux joueurs de s'engager de la sorte. Donc c'est très compliqué. Et c'est pas eu, on me dit que je suis démago, je regrette. Allez arbitrer un match, vraiment. Et vous allez voir à quel point c'est compliqué. Ça part à 1000 à l'heure, tu dois gérer des dizaines de paramètres, à la pression du public, la pression des joueurs, la pression de l'environnement et tout. C'est super dur d'arbitrer. Vraiment, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer. C'est pour ça que j'ai pas envie d'abuser trop sur lui, même si ça fait quand même 10 minutes qu'on en parle. Et on nous dit c'est quoi l'histoire du protocole commotion qu'on a pas utilisé. Alors visiblement, j'ai pas tout suivi à ce moment-là, mais normalement, quand un joueur entre dans le protocole commotion, pardon, le protocole commission en général, c'est pendant les transferts. Euh, Au protocole commotion, en fait, tu as droit à un changement en plus, un temps de changement en plus, parce que tu dis le joueur est dans une commotion, donc on peut le sortir en fait. Et ça te fait un changement et un temps de changement en plus. Mais visiblement, le Et c'est PSG. pareil pour l'adversaire d'ailleurs. Voilà, c'est pour On en ça que donne par un exemple. aussi à l'adversaire. Exactement. L'adversaire en profite aussi, donc bon, le PSG en a pas voulu. Après, honnêtement, hein, comment la LFP n'impose pas un protocole commotion? Je crois que c'est pas la LFP qui gère. Déjà, l'arbitrage, c'est pas la LFP, c'est la FFF. Et ensuite, c'est aux médecins de le dire ou autre. Donc, c'est pas aussi clair que ça. Voilà. Et regardez le banc de touche hier. Vous allez voir pourquoi il n'y a pas eu peut-être de plus de changements. Et on me dit, allez voir la vidéo Vinsky FFF sur l'arbitrage avec le youtubeur. Ouais, allez voir la vidéo. Ça fait partie des vidéos où tu te dis, tu apprends un peu des choses sur l'arbitrage. Moi, je sais que j'ai un bon ami qui a arbitré à un certain niveau, même sur un autre sport, en l'occurrence du basket. Et tu essayes une fois et tu comprends que c'est pas aussi simple que devant ta télé à gueuler, il y a hors-jeu et dépêche-toi quoi. Voilà. Il y avait Mayelou, mais c'est pas Mayelou qui va changer la face de Monaco PSG, je suis pas sûr qu'il aurait rentré. Et oui, je suis vieux, excusez-moi, mais c'est pas facile l'arbitrage, vraiment. Donc, on a un peu fait le tour sur le sujet, on revient au foot, au ballon rond. Euh, Daryl, on va parler un peu, je pense, de la première mi-temps. Est-ce que c'était peut-être la meilleure première mi-temps du PSG cette saison, non, finalement? Parce que sur le coup, on a beaucoup parlé de Donnarumma, mais en termes de jeu. En termes de jeu, je pense que j'ai préféré quand même la première mi-temps, à l'exception des 10 dernières minutes contre Lyon, ou même la première mi-temps contre Marseille, bon, même s'il y a il y a le rouge. Là, alors c'était une mi-temps très qualitative, mais on a vraiment dominé les débats avec un plan du coach assez clair qui a vraiment porté ses fruits et des choix payants avec la titularisation de Désiré Doué notamment. Et donc on a vraiment senti une domination complète du milieu de terrain qui est monté en puissance avec donc les quatre habituels milieux de terrain qui étaient alignés avec João Neves en latéral gauche et plus Désiré Doué qui faisait des décrochages. Et donc il y avait une véritable supériorité. Et et comme Monaco pressait beaucoup et assez haut, et parfois un petit peu n'importe comment, ça a ouvert des espaces énormes qu'on a exploités assez souvent. Mais il y a eu quand même, je crois que tu l'as dit un petit peu, il y a eu, je trouve, un peu pas mal de petites erreurs techniques qui ont fait qu'on n'a pas on n'a pas mis autant de buts ou même on s'est pas créé autant d'occasions nettes qu'on aurait pu, je pense. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'avoue que
En fait, c'est surtout Monaco est une équipe donc coachée par Adi Hütter, qui est quand même un entraîneur école allemande, bon même s'il est autrichien. Gros pressing, verticalisation, tout ça, tout ça. Et je trouve que la façon dont on a baladé leur pressing la plupart du temps avec Derrick Zeredoué, l'utilisation de la largeur, vraiment les relances en une touche, franchement très très fort. Après, dans les mi-temps, par exemple, c'est un match qui est déjà un peu oublié, mais la première mi-temps de PSG Lens, par exemple, on ne met qu'un but parce que Samba est en feu et qu'on fait Oui, n'importe quoi. Mais en termes de jeu collectif, elle est extraordinaire. De la façon oui. dont on attaque, avec l'inversion perpétuelle de position, le 5-5 très marqué. euh, voilà. Mais hier, je trouve que la première mi-temps, la façon de quelque part de tenir le ballon tout en jouant vite. Ah, c'était magnifique. Il y a des phases de jeu. La phase du premier but, elle est magnifique. La sortie de balle, l'ouverture vers Hakimi, le sprint, le geste qui est beau juste d'Hakimi dans la surface avec le centre en retrait ensuite pour Doué. Non, vraiment, il y avait des très très bonnes mi-temps hier, j'ai trouvé. Et en comparaison, en fait, c'est marrant à quel point le PSG a joué un peu deux matchs différents. Même limite, il y a trois matchs différents. Il y a la première mi-temps où on arrive comme ça à jouer assez vite, à faire de bonnes choses, on domine vraiment de la tête et des épaules la rencontre. Allez, Monaco, quand même, ils sont à domicile, ils ont des occasions sur des ballons renversés. On voit que le positionnement de l'arrière gauche est problématique pour nous, mais globalement, on fait à peu près ce qu'on veut. Ensuite, il y a le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps où ils prennent pas vraiment la balle, mais ils arrivent à nous faire mal en jouant très vite vers l'avant en récupérant mieux la balle, en jouant bien les transitions. Monaco qui nous force à jouer vite, comme dit sur live, effectivement. Et la dernière demi-heure où il y a une sorte de PSG qui revient en base en disant bon, on sait jouer que quand on a le ballon dans les pieds. Donc on va jouer avec le ballon dans les pieds, on va l'utiliser bien, on va l'utiliser proprement. Vitinha prend quand même l'équipe sur ses épaules et dit bon, vous allez me laisser organiser tout ça et ça va tourner. Et on leur fait mal sur des actions construites, tout ça. Et vraiment, je trouve que avoir deux façons de jouer aussi différentes, c'est quand même très intéressant. Parce Ouais, que, c'est un peu preuve de maturité, je trouve, ouais, effectivement, d'une équipe qui grandit. C'est là, je trouve que effectivement là, là où, alors, je trouve pas forcément que footballistiquement, ça a été, on ait produit vraiment notre meilleur football, enfin le football le plus qualitatif de la saison. Mais par contre, oui, je trouve que dans les têtes et au niveau de vraiment de la gestion du match, en fait, et des moments du match voilà comment j'ai gardé un peu ses nerfs et gérer ses émotions et savoir quoi faire au bon moment en fonction de l'évolution du score, etc. Je trouve que là, oui, on a vraiment été très, très, très supérieur à cette équipe de Monaco. Et c'est peut-être un des points où on a été les plus défaillants cette saison, notamment en Ligue des Champions. Et voir cette évolution très positive dans un match où en plus les événements ont été vraiment très contraires, c'est de très bon augure pour la suite et ça montre que l'équipe évolue tout simplement et qu'elle grandit. oui, il y a totalement de ça. Un peu une certaine preuve de sorte de temps de passage validé. Bon, à vérifier en Ligue des Champions, mais par exemple, on a joué à Monaco qui est une équipe de Ligue des Champions au niveau, allez, top 24, on va dire. En parlant là, on va dire top 24. Dans un mois et 10 jours, on joue à Stuttgart, qui est pareil, plus ou moins une équipe de niveau top 24 Ligue des Champions, parce que c'est une bonne équipe. Et bah, je trouve que c'est un match qui est rassurant par rapport à ce qu'on va subir là-bas. Pareil, équipe très verticale, capable de contrer, qui est capable de te faire mal, qui a du talent offensivement, qui est bien organisé. Bah, je trouve que ce match, par rapport à ce fameux déplacement à Stuttgart qui va valoir cher, euh, c'est un truc à garder en tête. C'est une marque de confiance. C'est quelque chose que tu peux pas négliger parce que tu sais que ça va te resservir sous peu et que ça va être un peu la même chose. Donc voilà. Ah oui, je touche du bois. Je peux vous dire que je suis accroché au bureau en bois là quand je dis ça. Mais c'est deux équipes que je trouve d'un niveau pas si loin, deux entraîneurs qui ont pas mal de choses en commun. Et c'est intéressant d'être capable de sortir ce genre de match. Après, évidemment, en première division, en première mi-temps, tu dois marquer plus. Mais tu mets 4 buts avec même pas 2 de XG, c'est pas mal. Ouais, ouais, on a moins de XG que Monaco. Après, Minamino, à lui tout seul, il gâche 0,5 XG. Ils ont un but sur penalty, donc ça fait grimper les XG. Et ils ont. Pareil, le but d'Embolo, c'est de très près, donc voilà.
forcément ça fait grimper l'addition. Mais en termes d'occasion, ils n'ont pas grand-chose. Donc les XG ne disent pas tout de la domination du PSG. Minamino fait un raté, je crois qu'il est à 0,45 XG. Donc voilà. Et oui, l'ambiance, ce sera pas la même. On nous dit Lyon ASM, Hakimi, Doué, 2 fois le même but, on tient un truc. C'est pas tout à fait le même but quand même. Mais oui, Doué a des très bons déplacements dans la surface pour un faux neuf. Donc à suivre. On fait un petit tour sur les choix de Luis Enrique. Notamment le choix le plus marquant, c'était ce Joao Neves, arrière gauche. Est-ce que tu l'avais vu venir, Daryl? Qu'est-ce que t'en as pensé? Le live, je veux bien votre avis. Est-ce que vous l'aviez vu venir, le Joao Neves? Moi, je pensais que ça serait Zaïre Emery, l'arrière gauche, quand j'ai vu la compo. Bon, j'ai eu raison au bout de 20 minutes, mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, moi, je m'attendais, avant que les compos ne sortent, hein, je m'attendais à voir plutôt Beraldo. Alors après, quand j'ai vu la compo, j'ai été. Alors, je peux pas vraiment dire que j'ai été surpris parce que maintenant, il n'y a plus grand-chose de surprenant avec Luis Enrique. Il faut quand même se reconnaître. Voilà, on sait très bien que à chaque match, il va y avoir une surprise. Là, dernièrement, avec en plus toutes ces expérimentations avec les milieux de terrain qui évoluent au poste donc de troisième central gauche, c'est il y a de plus en plus, on voit justement des joueurs, on voit des compos qui ont l'air un petit peu baroques et c'est c'est de plus en plus compliqué en fait une fois qu'on a le 11 de savoir où chacun va évoluer. Euh, Là, j'ai été un peu étonné de ne pas voir Beraldo, mais globalement, que Neves joue arrière gauche, bon, c'est un choix en fait qu'il avait donc déjà fait contre Toulouse en deuxième mi-temps. Dernièrement, on l'a vu pas mal alterner dans cette position avec Vitinha, mais en cours de jeu. Donc, on sait désormais que c'est quelque chose qui est alors, pas ancré, c'est encore en cours de travail et d'évolution, et c'était à la base surtout permettre à Nuno Mendes de pouvoir évoluer un peu plus haut. Bon, là, ça a été un peu différent puisque Nuno était absent, mais voilà, maintenant, je pense que c'est le fait de mettre un milieu de terrain dans cette zone-là, comme on avait pu le faire d'ailleurs Guardiola, des Zinchenko ou des Fabien Delph à l'époque. Bon, bah, c'est clairement ce vers quoi on semble s'orienter de manière durable, puisque depuis que Luis Enrique a opté pour ça, les résultats sont plutôt satisfaisants. Il n'y a pas de joueur qui s'est véritablement noyé. Alors Neves a été un petit peu en difficulté en début de rencontre, mais il a suffi de switcher avec Zaïre Emery. Donc, Luis Enrique nous parle souvent de la polyvalence des joueurs, etc. Et c'est vrai que là, de tous nos milieux de terrain, en fait, tous ont fait un passage au moins temporairement dans le cadre d'un match à ce poste de latéral gauche. Donc là, maintenant, je pense il faut s'habituer à ça. Je pense que c'est vraiment la chose en fait un peu nouvelle de l'animation qui est arrivée dernièrement et tant que c'est efficace et que l'équipe est sur une bonne dynamique et que ça permet en plus de libérer certains joueurs, bon bah continuons comme ça. Hein. Allons-y, comme tu dis. Non, j'avoue que, en fait, Neves, je trouve que pour un arrière gauche de fortune, le pire c'est qu'il fait un début de match avec le ballon qui est totalement exceptionnel. C'est-à-dire que Oui, avec la première ils sont occasion, même pas gênés en fait. la deuxième, parce que la première c'est le poteau de Hakimi où il fait un rush encore pas possible. La deuxième c'est Barcola. Mais s'il n'est pas dans cette position d'arrière gauche, il peut pas faire cette passe là à Barcola par exemple. La passe qu'il fait, elle est parfaite. Mais c'est vrai que je crois qu'il y a une première alerte par Singo avant le drame où déjà tu dis aïe, la largeur ça va être problématique. Il corrige pas à ce moment-là, et quand Singo se retrouve vraiment un contre un avec Donnarumma, là il corrige, et je pense que c'est là où on se rend compte que Luis Enrique est quand même parfois pragmatique. C'est qu'il dit, non, non, là on prend trop de risques sans le ballon, ils nous font trop mal, faut qu'on arrête quoi. On reprendra plus tard éventuellement l'expérimentation. Et à ce moment-là, il fait son petit jeu, son petit truc là. Donc il dit à Neves, tiens, en fait tu vas passer au milieu. Il dit à Warren, toi tu vas passer arrière gauche. Et donc Warren, qui avait déjà joué arrière gauche
à Marseille l'an dernier quand on avait joué à 11 contre 10, à 10 contre 11, pardon. Il avait joué Warren aussi, arrière-gauche, à Auxerre il n'y a pas longtemps. Voilà quoi. Il a changé et je trouve que Warren s'en sort beaucoup mieux défensivement. Neves au milieu était tout aussi bon. On voit qu'il gère quand même. Il sent bien son équipe. Je sais pas si vous vous rappelez l'an dernier, il faisait des changements des fois ou des essais. T'étais là genre non mais regarde les matchs de l'an dernier, tu verras ça peut pas marcher ça. Et là tu vois qu'il commence à très 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 bien connaître son groupe. Qu'est-ce qu'il fait, comment il fait. L'entraîneur est. On peut critiquer la Ligue des Champions, tout ça, mais la façon dont il gère son effectif et tout, c'est qu'il connaît quand même très bien les choses. On nous dit peu de confiance en Beraldo. C'est-à-dire que Beraldo allait se retrouver contre Akliouche, qui est quand même un joueur pas facile à prendre. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée d'envoyer Beraldo. Bon, c'est ça. En fait, tous ces choix, on voit que c'est une question de profil de ces joueurs et de profil des adversaires on sent que toutes les décisions sont mûrement réfléchies par le staff et lui, et qu'à chaque fois, en fait, qu'il place un joueur dans une position qui pourrait sembler un peu étrange, c'est parce que il voit certaines caractéristiques chez ce joueur et chez son vis-à-vis et dans la manière aussi d'attaquer et de défendre des deux équipes qui, selon son staff et lui, en fait, vont permettre à ce joueur d'être performant, même si c'est pas une zone du terrain dans laquelle il est habitué à évoluer. Et là, comme en plus tous les joueurs font un petit tour au poste de latéral gauche entre guillemets, enfin de central gauche. C'est le bizutage. À 3, c'est. Si t'es milieu de terrain et que t'as pas joué arrière gauche au PSG, c'est que le coach te considère pas. Ils y sont tous passés. Hein. Ouais, c'est ça. Doué n'y est pas allé encore. Ruiz. Non, encore Doué, pas Doué ni Mayolou. Ruiz, c'était l'an dernier, mais cette saison, je suis pas sûr qu'il. Si, il y a joué par séquence. Il y a joué un peu par séquence cette année. Pacho y a joué aussi. Ouais. Hakimi, je me demande s'il y a pas joué à un moment. Quelques minutes aussi en fin de match et tout. Non mais je t'ai dit, quand le coach Samia il te fait allez tu vas te mettre arrière gauche, on va voir ce que t'as dans le ventre. Vitinha il y joue par séquence. Hein. Vitinha il y a un contre, c'est pas contre Lyon, je crois que c'est pas à Marseille ou un gros match ou contre Lens, je sais plus. Il est arrière gauche, il se met dans la course de l'attaquant, il récupère, il relance et tout. Hakimi août 2023 ouais quand Mbappé rentre et tout. Zag aussi a joué arrière gauche. Extraordinaire, voilà. Non mais c'est un peu le poste du PSG où tu peux. Enfin, attendez, on va compter ensemble cette saison qui y a joué. Il y a Beraldo, Nuno Mendes, Zag, Zaire Emery, Neves, Vitinha et Ruiz par séquence. Pacho, il a vraiment joué. Donc là, je suis à 6 qui ont vraiment joué, plus 2 par séquence. Donc, oui, voilà. Ça fait beaucoup. Pardon, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a. Et j'ai oublié Hernandez, visiblement. Donc 9, dont 7 qui ont vraiment joué, plus 2 qui ont fait des trucs. Voilà, on nous dit ça rappelle la cour d'école, personne ne voulait jouer arrière gauche. Chez nous, c'est un peu ça. Mais bon, voilà, ça dit un peu des choses aussi de l'effectif, mais c'est marrant de voir que comme ça, Luis Enrique crée en fait des déséquilibres ou des match-up un peu étranges. On dit et tenace bientôt. Il y a bien un moment où il va falloir faire jouer le Jérémy Janot catalan, hein, donc peut-être qu'il va être là. Sur les, on a un peu parlé du milieu. L'inversion Neves, Zaire Emery, Warren qui repasse dedans quand Hernandez rentre. Fabian et Vitinha n'ont pas bougé cette fois-ci. On me dit sur live Doué. C'est vrai que Doué, est-ce qu'il a joué relayeur gauche, fausse pointe, est-ce qu'il a joué numéro 10 le choix de Luis Enrique de mettre fausse pointe. Ouais. Il y a des moments, il y a pas mal de moments où Doué, au début des actions, il est là, on a une sorte de losange. Oui, bien sûr. Ah oui. Mais bon, comment tu l'interprètes ce Doué en faux neuf? Il y a une très bonne vidéo de Florent Tonuti que je vous ai retweeté tout à l'heure avec le compte de culture sur Doué justement. Attendez, je vais vous la partager même tout de suite dans le live parce que c'est du bon boulot. Il a bien travaillé, Florent. D'ailleurs, j'aurais dû lui dire de venir dans le podcast. Vas-y, excuse-moi, continue. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Pour moi, c'est dans le but déjà de créer de façon naturelle des supériorités numériques au milieu, et donc s'assurer
de la maîtrise et du contrôle du jeu. J'ai l'impression que voilà, dans les gros matchs, c'est un peu le choix privilégié, celui du faux neuf, que ce soit Dembélé ou Doué. C'est ce qu'il a fait contre Marseille, contre Lyon, et donc là contre Monaco. Et Doué est un joueur qui est dans Excuse-moi, une je te coupe. superbe dynamique en ce moment. Ouais, Contre Lille et contre Lens, c'est aussi Asensio qui joue en faux neuf de mémoire. ouais, voilà. Alors à l'époque, Asensio était le joueur qui avait montré, qui réalisait les meilleures prestations à ce poste. Bon, là aujourd'hui, il a complètement disparu de la circulation. Mais là, en ce moment, c'est Doué qui est dans une super dynamique, qui est vraiment en confiance, et il a des caractéristiques, notamment physiques et techniques, qui peuvent lui permettre de briller et de faire très mal dans cette zone-là, surtout face à des adversaires en plus qui n'hésitent pas à monter très haut et à jouer de façon agressive. C'est quelqu'un qui a plus de prédisposition pour faire la différence dans des zones axiales et pour faire des percées et aller au bout, ou en tout cas aller assez loin, que des joueurs comme Asensio ou Lee Kang-in, justement, qui d'ailleurs n'évoluent plus du tout non plus à ce poste-là. On le voit beaucoup dernièrement, mais c'est à chaque fois côté droit, et on le voit plus beaucoup là dans l'axe. Et donc voilà, ce but en fait de déstabiliser vraiment l'adversaire et d'être en mesure de faire des différences, Doué me paraît, en fait, Doué et Dembélé semblent être aujourd'hui en fait les deux joueurs les plus à même de réaliser ce genre de tâches. Et donc, comme Dembélé cette fois-ci a été aligné côté droit, mettre Doué dans l'axe, c'était un choix plutôt cohérent. Ouais. Tiens, on dit sur le live toujours persuadé que son futur est dans un milieu à la Odegaard. Toi qui regardes beaucoup Arsenal, t'es d'accord, Daryl? Ah, il n'est pas aussi régulateur et patient que Degarde. C'est pas un organisateur du jeu Ouais, comme Degarde, Doué. il est plus dans la percussion quand même. Ah oui, il est bien plus dans la percussion. Mais bon, après il a que 19 ans, il peut beaucoup changer. Hein. Oui, c'est un joueur qui peut évoluer. Hein. Il a tellement de qualités, un profil parce qu'il peut lui permettre d'aller dans tellement de directions qu'aujourd'hui c'est très dur de se projeter sur le type de joueur qu'il sera. Ouais. Tiens, on nous dit, vous trouvez pas qu'il fait penser un peu à Neymar? Oh, il est très influencé par Ah Neymar, oui, totalement. Le dribble qui passe côté droit de la surface entre Singo et Kerrer ou Salissou, très très Neymar. Le dribble comme ça où tu fais semblant de partir vers l'extérieur, tu reviens intérieur avec la façon de placer son corps, c'est totalement Neymar. Après, il a pas la légèreté. Enfin, le Brésilien, il marchait sur le terrain. Enfin, il volait sur le terrain quand il arrivait. À la fin, il marchait, c'est ça le problème. Mais au début, il volait sur le terrain et il s'en cache pas. Désiré Doué qu'il adorait Neymar et que ça. Après, c'est normal. Désiré Doué, il est né en 2005. Il a grandi, il avait 7-8 ans, c'était Neymar, les compil de Neymar YouTube, c'était cette époque-là, quoi. Et c'est normal, Neymar, quand ça, Neymar est arrivé chez nous, il avait 12 ans. voilà, c'est ça, c'est la capacité à dribbler arrêter, comme dit sur live, voilà, exactement. C'est normal que Neymar soit un joueur un peu comme ça, qui influence une génération. C'était le joueur le plus, peut-être pas le plus spécial, parce qu'il était avec Messi et Cristiano, mais le plus attirant, le plus YouTube, j'ai envie de dire. Neymar, c'est une machine à highlights, faut quand même s'en rendre compte. À chaque match, tu sais qu'il peut faire autant Messi, t'arrives à voir 50 fois le même but, autant Neymar, tu es capable de te créer 50 actions différentes à lui tout seul. Donc c'est un peu normal que un jeune joueur soit attiré par un joueur comme Neymar. Puis bon, c'est ça. À part l'hygiène de vie, c'est quand même plutôt un beau modèle en termes de football. Il a quand même un peu de talent, Neymar. Je sais pas si c'est le plus talentueux derrière Messi et CR7, mais en tout cas, oui, c'est clairement le plus influent du football depuis 15 ans avec les deux monstres, oui. Bon, maintenant Mbappé influence aussi les parents, mais je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Bref, pour revenir à cette histoire de Doué en faux neuf, bien aimé. Sa faux neuf est pas dans les notes, je sais, j'arrive pas à le mettre, comme c'est un gardien, je pense que je le signalerai aux personnes qui ont fait la petite application derrière. Euh, L'idée du faux neuf, je trouve que Doué est aujourd'hui celui qui l'interprète le mieux. Euh, Lee, le problème, c'est que dès que c'est un peu physique en face, il n'existe plus. Et face à Singo et Kerrer, si t'es pas un minimum tanké, pas Singo, pardon, Salissou, c'est pareil.
Lui aussi, c'est athlétiquement, c'est très fort. Monaco, tu joues quand même sur les 4 de derrière. Il y avait Salissou, Kerrer et Singo. Autant dire que si physiquement tu n'es pas un peu doté, tu n'existes pas, tu te fais exploser. Et bah, Doué a justement cette puissance, parce qu'il est très tanké, et si elle lui est bien. On nous dit j'ai trouvé Doué très brouillant. Alors je sais pas si c'est bouillant ou brouillon, mais il va falloir trancher. Globalement, c'est parmi les fausses pointes, c'est peut-être celui qui a le plus le rôle d'un milieu dans l'âme en fait. Et c'est en ça qu'il est peut-être le plus intéressant. Après aussi, quand il arrive dans la surface, il tremble pas pour l'instant. Alors il aura des périodes où il va se louper terriblement, mais pour l'instant, le but à Salzbourg, il est servi, bam, lucarne. Contre Lyon, il est servi, bam, relucarne mais hors jeu. Là, il est servi en retrait. La frappe, elle est imparable. Keun n'a aucune chance. Donc c'est intéressant parce que le problème de nos faux neufs aussi, c'est que c'était des vrais mauvais devant les buts. On me dit Asensio a disparu. Asensio est encore pire que Colomwani, pour vous donner une idée, en termes de buts marqués par rapport à ce qu'il a attendu en termes d'expected goal. Donc, Ah bah Colomboigny, il a pas été si mauvais que ça devant la cage. Hein. Enfin bon, il y a son raté contre Auxerre qui reste un peu dans ma tête, mais je non, suis c'est pas pas le pire. certain que c'est. Non, c'est pas le pire du Oui, tout. L'Espagnol est et bien surtout pire. qu'en fait, il joue peu. Mais Oui, Asensio, lui, il en a bazardé des occasions. ouais, lui, il a un nombre d'occasions ratées cette année. C'est effroyable. Mais donc, il a signé jusqu'à quand Espagne 2026, Asensio. Doué, très très bien à revoir. J'attends aussi contre un bloc bas parce que je pense que ça sera pas pareil pour lui. Là, Monaco, malgré tout, il jouait haut sur le terrain. Monaco, c'est une équipe très verticale, mais qui est pas du genre à poser bloc bas. En fin de match, il se retrouve à jouer bloc bas parce qu'on prend la balle et qu'on les fait reculer. Mais à ce moment-là, par exemple, Doué ne joue déjà plus vraiment faux neuf, il est passé sur le côté. Donc, compliqué, mais à revoir. Compliqué pour lui de juger, voilà. À revoir pour l'instant ce que ça va donner. Est-ce qu'on le reverra dès samedi à Lens en faux neuf? Je suis pas certain, je pense qu'on le reverra côté gauche à Lens. Par contre, on voit qu'il a du mal à faire 90 minutes en ce moment parce qu'il a fini le pauvre complètement rincé. Daryl, sur la partie collective, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu veux parler aussi? Moi, il y a un autre truc dont je veux parler, mais Évoquer rapidement un petit truc, oui, vas-y. mais dans positif cette fois-ci, c'est les coups de pied arrêtés. Pour une fois, on peut en parler positivement. Alors bon, défensivement, en fait, on n'en a pas eu beaucoup à défendre. Il y a eu à quoi, un corner peut-être pour Monaco ou deux, je sais plus trop. Un Pas beaucoup en tout à la cas. 91e, c'est le premier corner, je crois. Ah oui, bon, d'accord, et voilà. Mais sinon, offensivement, je trouve on a su créer plus de dangers que d'habitude sur ces phases-là. Je pense notamment à une tête de Marquinhos en début de partie, même le tout Neves. premier corner. Pardon? Marquinhos, c'est juste avant la mi-temps, Marquinhos, c'est 45e. Ah, ok, c'est juste avant la mi-temps. Il y Bah a alors, je sais plus qui, je crois qu'il y a Neves. une situation aussi un petit peu. Ah bah oui, il y a Neves évidemment. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a Neves, ouais, Marquinhos, et puis bah Il y a le évidemment contre son camp qui est tout proche aussi. voilà, oui, c'est ça, le contre son camp de Salissou qui passe vraiment, bah ouais, tout profond, c'est un des exploits de Keun. Et puis bah évidemment le but de Ramos. Donc on avait pas forcément énormément brillé sur corner ces derniers temps. Je les trouvais assez mal tirés d'ailleurs. Et là, bah, ça a été très positif. On a su créer du danger de manière régulière et même marqué. Donc voilà, c'est un point positif. Et bon, on va voir. Au niveau défensif, on a on en parle plus trop ces derniers temps, mais parce que je trouve qu'on concède en fait beaucoup moins de corners. C'est peut-être la solution à nos maux, d'ailleurs. Éviter de donner des corners aux adversaires. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas trop été mis en grand danger sur cette phase-là, alors que fut un temps, on évoquait cet aspect dans chaque podcast. Je me rappelle de cette triste période. Non, par contre, sur live, réaction intéressante, j'ai pas vu ça. On me dit sur le seul corner défensif, Safonov était en détresse avec Ben Seguir qui vient faire obstruction et personne n'est venu l'aider. J'avoue que j'avais pas fait attention que Safonov avait été en panique parce que bah,
On sait que ça nous a coûté un petit peu cher sur une pelouse un petit peu allemande. J'avoue que j'avais pas fait du tout attention. Mais bon, tous les problèmes n'ont pas Ouais, été moi non plus. résolus. Après, il faut qu'il mette ce qu'on appelle des olives. Et il sera tranquille. Mais bon, je sais pas si ce jeune est au courant de cette méthode infaillible du football amateur. Sur ce, on va parler d'un autre souci qui est un peu plus gênant, je trouve. C'est la défense centrale, puisque nos amis Pacho et Marquinhos ont été, en étant gentils, catastrophiques, en étant méchants, totalement dramatiques. Je crois que c'est le plus mauvais match de la charnière depuis le début de la saison. Hein. En difficulté, on me dit Marquinhos bordel, l'Arabie Saoudite. Non, non, enfin, pour vous dire, Marquinhos m'a fait me coucher très tard hier soir parce que j'ai revu une bonne partie de la première mi-temps juste pour voir à quel point il avait été en difficulté ou pas. Et après l'avoir revu, donc pour pas écrire de bêtises sur son cas, il y a un début de match compliqué où il est dans cette posture qu'il a régulièrement, où il est statique en fait. Il, il subit le début des actions, il a les deux jambes plantées à plat, les fesses légèrement en arrière, le corps voûté en avant, une sorte de pose comme s'il allait poser quelque chose. Et en fait, l'action commence, le temps qu'il se retourne, il a plus 20 ans, il a plus la fluidité de sa jeunesse, et c'est normal, et il est en retard. Et ça, il le fait beaucoup au début de match. Mais malgré tout, il arrive à lancer sa rencontre. Il fait même de la 15e à la 45e, il fait même plutôt un très bon match. Vraiment, hein, j'ai été surpris. Et ensuite, oui, il veut faire caca, voilà, c'est exactement ça. La pose, les fesses en arrière, légèrement coincées, tout ça, c'est la pose dite de la crotte. Et en général, ça finit mal en termes de football d'ailleurs. Mais ensuite, le retour de la deuxième mi-temps, il fait n'importe quoi. Et j'ai l'impression que sur le but, là, le penalty, pas le deuxième, voilà, le penalty, en fait, il ne voit même pas à Kliouche. Au moment où il tente sa passe, j'ai l'impression que je sais pas ce qui lui passe par la tête, il ne le voit pas. Ensuite, le deuxième but, bah, il est pris de vitesse, notamment parce que bah, il est mal placé au début de l'action. Ça va un peu mieux sur la fin et je pense qu'il fait un tacle très important à la 91e là quand il y a voilà. Et je suis d'accord qu'il n'y a pas penalty outre parce que bah, c'est Pacho qui lui dévie sur la main. Mais vraiment Marquinhos, on a vu tous ses mauvais côtés hier soir. Donc les difficultés en termes de vitesse, le côté statique, un peu tout ce qui fait qu'aujourd'hui il est un défenseur qui n'est plus de top niveau. Et non, non, c'est pas le premier mauvais match de la saison. Non, 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 il y en a eu plusieurs. Mais je suis d'accord qu'il n'est pas non plus cata. Mais en revanche, tout n'est pas à jeter dans son match. C'est vrai qu'il y a un quart d'heure vraiment difficile. En revanche, ce qui est gênant, c'est que bah, il n'a pas pu s'appuyer sur Pacho. Pacho n'a pas pu s'appuyer sur Marquinhos parce que Pacho était complètement dominé par Brel Mbolo. Et c'est là, globalement, Pacho, on voit vite s'il est fatigué ou pas. Si même en début de match, il n'arrive pas à gagner un duel physique, alors que c'est quand même un joueur qui met une intensité dans le contact qui est assez folle, c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment sur la jante. Et il a énormément joué depuis le début de la saison. Et Brel Mbolo, qui est, attention, c'est un bon attaquant, hein, tout en puissance, il aurait massacré Marquinhos hein, si ça avait été en 1 contre 1. On voit que Pacho était vraiment dans le dur face à lui. Alors que Pacho a mangé des attaquants qui sont encore plus puissants que Mbolo et qui pèsent encore plus que lui. Donc vraiment la défense, individuellement ça a coulé et collectivement bah, c'est dur de se rattraper l'un à l'autre quand les deux sont en difficulté. Après faut pas oublier un truc, c'est que Monaco, dans le système à 18 heures, l'espèce de 4-1-3-2 qu'ils alignaient hier, génère un peu des 1 contre 1 entre le défenseur central et l'attaquant, c'est pas toujours facile à gérer. En fin de match, il y a des moments, vous regardez l'axe du terrain, quand ils attaquent, ils sont même à 3 attaquants contre 2 défenseurs parisiens parce que Hernandez doit gérer la largeur avec Akliouche. Donc, un peu compliqué. On me dit on a une super charnière, c'est sûrement la meilleure depuis des années, c'est vrai, mais elle n'est pas exemple de tout reproche. Vraiment. Moi, ce que je vois hier, le Marquinhos, c'est pas parce qu'il va se reposer 2 semaines à Noël au Brésil qu'il va changer d'attitude. Le côté spectateur, ça fait un certain temps que ça dure. La perte de vitesse, c'est plus lié à son âge qu'à juste la fatigue. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir et tout ça. Donc, Kusanov, option crédible, je sais pas, mais j'ai du mal à imaginer une charnière avec Pacho
et Kusanov. Ça me paraît être deux profils peut-être un peu trop ressemblants. Donc, à voir. Le côté spectateur, c'est peut-être de la fatigue? Non, parce que le côté spectateur, il l'a dès le début du match, et c'est un truc qu'il a depuis qu'il est jeune, mais c'est juste que avec l'âge, il se rigidifie, et c'est normal, et c'est de plus en plus voyant en fait. Et donc c'est de plus en plus pénalisant. Voilà. Donc, on me dit, on connaît des défauts de Marquis, je vois pas beaucoup de meilleures charnières en Europe. Oh, bah, moi j'en vois quelques-unes quand même. Hein. J'ai vu il y a pas longtemps à l'Emirates Gabriel Saliba, c'est pas tout à fait la même limonade. Hein. Même les mauvaises charnières de City, même Kim, Upamecano, je l'échange volontiers contre la nôtre. Je parle même pas de Van Dijk, Konaté, non. Je pense que je trouve facile 10 défenses centrales meilleures que la nôtre cette saison. Ça fait beaucoup 10 quand même. Hein. Donc, un peu gênant. Et même si Monaco explique des choses. Je sais pas, Daryl, si t'as été aussi gêné que moi par la, Ah oui, par la oui, oui, défense oui, centrale. j'ai pas du tout apprécié le match de la défense centrale. Alors Marquinhos, tout le monde a vu. De toute façon, ce premier but là qui relance Monaco, il fait un double cadeau quoi. Donc il s'assure vraiment qu'il puisse marquer. Bon alors en vrai c'est un peu méchant parce que le penalty c'est moi je l'aurais pas donné. C'est ces penalties un peu hasardeux sur sur des mains. Quelquefois c'est donné, d'autres fois non. On sait jamais très bien. Les règles ne sont jamais très claires et variables d'un match à l'autre et d'un arbitre à l'autre sur ce genre de situation. Donc, mais la relance juste avant, celle-là, vraiment problématique. Et puis bah, le match de Pacho, bah, oui là, on a vu vraiment Brelem Bolo faire bon, pas forcément ce qu'il voulait, mais en tout cas, il a dominé l'affrontement entre les deux, ce qui est assez rare quand on parle de Pacho. Il a été vraiment un poison dans le jeu en pivot et bon, je trouve Pacho légèrement moins rayonnant de toute façon ces derniers temps. Ouais, il a Et du mal. Hein. Il est sur la jambe là ouais, pour. Hmm. voilà, je pense qu'il faut que ouais, pour lui la trêve arrive au bon moment quoi. Hmm. Après, le live a raison quand ils disent que Marquinhos et la charnière en général n'est pas protégée par un 6 défensif. Ça, je suis Ah bah d'accord. non, Mais attendez, ça c'est totalement vrai. ouais, mais n'oubliez pas que nos joueurs ont le ballon 70% du temps. Hein. Ils ont beaucoup moins d'interventions à faire aussi. Alors, je suis d'accord qu'ils n'ont pas Casemiro devant eux. Et Hakimi attaque beaucoup. Hakimi a été un problème à gérer pour Marquinhos parce qu'effectivement, il a beaucoup attaqué. Mais attendez, si vous voulez être un top central, vous devez être en mesure de gérer la ligne défensive, le duel, la couverture derrière la latérale. C'est ça le top niveau. Hein. Sergio Mm. Ramos, à son sommet, il gérait à lui tout seul les 45 mètres derrière Marcelo. Ouais. Attends. Je suis désolé, hein. Marquinhos, il les gère pas les 40 mètres derrière Hakimi. Hein. Loin de là, très loin de Je là. trouve d'ailleurs je nous trouve assez moyen d'ailleurs au niveau du hors-jeu pour une équipe qui bah, justement laisse autant d'espace dans son dos et donc pour qui en fait Ah. défendre avec le piège du hors-jeu Si est tu veux, vraiment essentiel. si un jour on a accès, des fois on voit les ralentis avec la vue d'en haut. Il y en a un qui Ouais, recule, on va dire à la ouais, brésilienne, comme son grand prédécesseur. Voilà. ouais. Pacho n'hésite pas à jouer, à avancer. Nuno Mendes est pas du tout fiable à ce niveau-là. Un coup il avance, un coup il recule. Globalement, vous regardez Ouais, l'action il est du, pas attentif Mendes. Ouais. la fameuse action du PSV où Marquinhos fait un sauvetage incroyable. Il y a Pacho qui joue parfaitement comme il faut jouer le hors-jeu. Marquinhos qui est un peu tangent entre les deux. Et Nuno Mendes qui fait globalement n'importe quoi parce qu'à l'époque il jouait beaucoup ligne de 3. Bah, c'est le meilleur résumé possible de pourquoi le PSG ne sait pas très bien mettre un attaquant hors jeu. Et je pense que Marquinhos, impeccable avec les pieds, à part la passe hier, mais globalement, on peut pas lui en... Enfin, techniquement, quand on voit pas de choix à côté, on se rend compte que Marquinhos c'est un bon cran au-dessus. Mais par contre, dans la façon de défendre collectivement, je pense que Marquinhos ne colle pas vraiment à ce que souhaite Luis Enrique en termes d'animation collective, de comment ta défense doit avancer vers le but, ce genre de choses, quoi. Et il a 30 ans, il changera pas, c'est trop tard. Il est comme il a quand même été un très bon défenseur. Il a, je sais pas quoi, 80 sélections avec le Brésil et tout, donc ça a quand même été un joueur très important. Il a un record de matchs qui va durer encore au moins 10 ans, le temps que Warren les fasse. Mais voilà, il a beaucoup de choses en sa faveur.
Mais on est un peu arrivé aux limites de ce que Marquinhos peut faire par rapport à ce que l'entraîneur demande, et depuis un certain temps déjà. Donc bah voilà, attendez, ça fait 11 ans qu'il est au PSG. Bon, c'est déjà énorme, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui tiennent 11 ans au PSG. Hein. Donc c'est comme ça. On me dit aujourd'hui notre défenseur dominant c'est Pacho. Ouais, bah oui, après quand on est une équipe dominante avec le ballon, Pacho c'est un problème aussi. Hein. Faut pas non plus. Je l'aime beaucoup à Willian, mais c'est quand même un joueur qui va devoir faire mieux avec le ballon. 31 ans en mai, tu le fais partir cet été? Oui. Moi je pense que il faut qu'il parte. Pour lui, pour tout le monde. Il faut un renouvellement à ce poste-là. Vraiment. Et c'est par contre il mériterait des adieux incroyables, parce que 11 ans, bah, c'est énorme. C'est une fidélité incroyable, mais au bout d'un moment, je trouve qu'il y a des joueurs qu'on a su faire partir au bon moment. Par exemple, certains m'ont choqué, mais je trouve que Di Maria, on l'a fait partir au bon moment avant qu'il abîme sa légende, parce là, il brille à Benfica, mais il sortait de 2 saisons pas terribles avant, voilà. Verratti, je pense qu'il est parti au bon moment avant d'abîmer trop sa légende. Je pense que Marquinhos, il faut peut-être qu'il y aille. Parce que, voilà. C'est comme ça, au bout d'un moment. Vaut mieux partir avant la saison de trop. Enfin, s'il finit sur le banc de touche ridiculisé, un peu comme Sergio Ramos qui est parti du Real blessé par la petite porte, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour lui non plus. Est-ce que je vois un vrai potentiel chez Pacho pour s'améliorer à la relance? Ah ouais, évidemment. Il y a des vidéos de Pacho, même au cours du match, il y a un moment, il envoie une passe pied gauche entre les lignes. Non, il sait faire des choses avec le Début ballon. du match. Ouais, c'est Ouais, ça. tout début de match, il trouve Fabien Ruiz. J'étais surpris, très agréablement surpris. Bon, Mm. malheureusement, il n'y a pas eu d'autres passes de ce genre au cours de la partie, mais voilà, c'est le genre de passe qu'il faut, il faut qu'il prenne confiance pour développer cet aspect-là de son jeu. Mais je pense il a les pieds pour être un relanceur un peu plus fiable. Il ne sera jamais un joueur d'une qualité immense dans ce registre. Ça Mais sera jamais Beraldo, c'est sûr. Mais ah Beraldo bah ne non, fera... non. Beraldo n'aura jamais les Et- duels de Pacho non plus. Donc bon, ah, ça, c'est comme ça. Bon, tu trouveras des qualités. Mais oui, il peut faire mieux en tout cas. Je suis d'accord avec toi. On nous a dit qui vous rappelait de Limon de Galtier qui a dit que les top players pouvaient aider le groupe en s'asseyant sur le banc. Ouais, il en a dit des conneries Galtier, hein, on va pas s'arrêter. Je me rappelle pas que des trucs intelligents de sa part, donc c'est comme ça. Daryl ou le live, est-ce qu'il y a des aspects collectifs dont vous voulez reparler sur le match de ce mercredi, ce Monaco PSG, ou pas? Tiens, sur le live, on me dit Pacho était beaucoup critiqué, mais c'est notre meilleur recrue du mercato au final. Oh, vous trouvez que il a été beaucoup critiqué? critiqué par qui? Parce Ouais, que moi, non. je trouve que depuis le début de la saison, il y a quand même une unanimité sur son cas. Après, je sais pas, tout dépend des médias peut-être suivis, mais enfin, moi, j'ai jamais entendu de critiques trop virulentes sur Pacho et je trouve qu'il est Ah, globalement encensé. Enfin, en tout cas, ah nous oui, ici. on me disait critiquer à son nom un no-name à 40 millions. Bah, Ah oui, mais parce que c'est un Équatorien à 40 millions inconnu, d'accord. Bon, hmm. ça, c'est sûr que c'était pas une recrue qui faisait rêver énormément les foules, mais bon, je pense on a quand même assez d'expérience ici en tant que supporter parisien. Faut savoir qu'il faut pas forcément juger les joueurs bah, au nom et au prix. Ouais, c'est ça. Ah, Puis faut juger sur pièce, quoi. on me, Attendons de voir les matchs. voilà, et puis on me cite le théorème du mercato. Quand t'entends pas parler du prix, c'est que t'es bon. Voilà, c'est comme ça, c'est très simple. Voilà, cette année, on entend parler du prix de Safonov de temps en temps. Le prix de Joao Neves, on n'entend plus parler, bizarrement. Le prix de Pacho, plus de parler. Doué, ça y est, on commence Bon, on à l'entend ne... plus trop. Voilà, donc c'est bon. Globalement, quand on parle plus de ton prix, c'est bon. Pastore, quand il était pas bon, on lui reparlait de ses 42 millions. Ça a toujours marché comme ça. Ça fait partie du football. Sur l'aspect collectif, on a fait le tour, je pense. Ruiz, 22 millions. Bah, c'est rien du tout, Ruiz, 25 millions
dans un club comme le PSG. C'est c'est vraiment Kolo Muani, on n'en parle pas. Ah, si, on en parle du prix de Kolo Muani malheureusement, beaucoup trop, c'est bien ça le problème. Le prix en lui-même est un énorme problème. Mais alors, quand on en reparle, c'est encore pire, je crois. On va parler vite fait des performances. On a fait un peu déjà. Voilà, Kerrer 38 millions. Quand bien même Kerrer fait une très bonne saison à Monaco, même s'il n'est pas très à son avantage sur le troisième but hier, il fait partie de ces bons joueurs malgré tout de l'ensemble. Le yaourt nature Likanguin. On va peut-être en reparler. Daryl sur les joueurs. On a parlé un peu de. Bon, Didio, on n'a rien à dire sur ceci. Bon rétablissement. Prends soin de toi. Ne fais pas le héros. Reviens quand il faudra. C'est le plus important. Le football commence à comprendre l'impact des commotions cérébrales. J'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec lui. Safonov a fait son match, il fera encore son match. Le match de Safonov, il n'y a pas grand chose à en dire. Si, il est pas loin du tout sur le penalty. Je sais pas si, comme moi, vous vous êtes dit au ralenti, il lui manque 5 cm alors que le penalty est excellemment tiré par Ben Seguir, faut lui reconnaître ça. Mais j'étais pas loin du tout de. J'ai cru que l'ami Matvei avait le sortir. Bon, on le verra samedi à Lens, normalement. À suivre. Il la touche. Non, je crois qu'il la touche pas. Le ballon passe pile entre le poteau et le gant de Safonov. Mais il me semble qu'il la touche pas. Peut-être que j'ai mal vu, hein, mais je sais pas, Daryl, tu trouves qu'il la touche, toi? Non, j'avais pas l'impression. Après, j'ai pas revu le péno, mais sur le direct de souvenir, j'avais pas l'impression qu'il l'avait touché. Bon, on me dit, le pied, il a pas été mauvais. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon? Ouais, Il a pas été non plus très bon. Enfin, oui, voilà. Il y a peut-être son premier ou deuxième ballon, il y a une relance. On n'en parle pas évidemment parce que ça n'a pas généré d'occasion et le ballon a été récupéré très rapidement, mais il y a une tentative de relance à mi-longue interceptée quasiment dans l'axe où ça peut très mal se passer. Ouais, effectivement, il y a ça. Bon, ça va. On nous dit un peu light sur le second but, le Safonov. T'as trouvé toi aussi? Alors là, pour le coup, je l'ai trouvé un peu lent, mais pardon, je l'ai trouvé un petit peu lent, mais je pense pas en réalité, il pouvait faire grand-chose. Ce serait un peu cruel Ouais, de lui pareil. attribuer. Je, Voilà. je pense. Elle est arrêtable peut-être sur un exploit vraiment. Peut-être, je sais pas, que Donnarumma aurait arrêté ça dans un grand jour, mais m'a l'air quand même assez compliqué. Ouais. On me dit, il veut pas se trouver un peu de flow. Les cheveux gras d'Emmanuel Petit, c'est non. C'est sûr que la dégaine de ce gardien n'est pas son atout numéro un. Enfin, Ah, il a eu un style particulier, on va dire. Mais j'avoue que est-ce que Singo aurait osé mettre le pied sur Safonov? Ou il aurait eu peur des représailles? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On on dirait qu'il est tout le temps bourré. Je sais pas. Il paraît qu'il est un peu particulier au quotidien. J'ai pas des mille échos sur lui. Donc bon. Le style punk à chien. Oh, arrêtez. Et bon, on va le voir à Lens ce week-end. Peut-être sera-t-il à l'aise dans un environnement un peu alcoolisé, dirons-nous. On verra. C'est vrai que Safonov a aussi pris un bon coup de crampon. C'est notre zadiste. Je ne sais pas si c'est un zadiste. Toujours est-il que c'est notre titulaire à cet instant puisque Donnarumma est plus trop en état de jouer. On va passer à la défense. Bon, on a déjà parlé de Pacho, de Marquinhos. Il faut quand même qu'on évoque une nouvelle fois le match de Warren Zaïre. Pas de Warren, non, je vous dis n'importe quoi, de Achraf Hakimi. Je suis en train de me marrer comme une baleine à cause des zadistes. Achraf, forme totalement olympique. Je sais plus quoi dire, honnêtement. Même la technique suit, les contrôles sont incroyables. Ah oui. Enfin, je te laisse en parler parce que je suis sous le charme. Ah oui, non, mais là, il est en train de sortir des prestations de haut vol à chaque rencontre. Enfin, j'avais dit dans un podcast récent que c'était voilà, peut-être le meilleur joueur de l'équipe. Là, j'ai plus trop de doutes là-dessus, à vrai dire. Je pense que sur la séquence en cours, il y a pas vraiment de discussion. Il est tout simplement extraordinaire. Que ce soit par son abattage du début à la fin du match,
par son influence, le danger permanent qu'il crée, la manière dont il fait souffrir vraiment les adversaires. Là, même défensivement, aujourd'hui, pardon, hier, j'ai trouvé vraiment bon. Il n'y a pas, il y a pas spécialement de danger qui est venu de son côté. Euh, Là où il pêchait peut-être un peu avant, c'est-à-dire dans la justesse et que ce soit technique et dans les choix, bah, là c'est absolument excellent. On le sent vraiment dans une énorme confiance. Je pense qu'il y a un moment là en première mi-temps où il fait un retour sur un long ballon et je sais pas si vous voyez, en fait, c'est un contre un quoi, et donc il récupère le ballon avant son adversaire et au lieu de la donner directement au gardien, alors je sais plus si c'était encore Donnarumma ou si c'était déjà Safonov, comme il l'aurait fait souvent avant, en fait, il essaye de se dépatouiller en dribblant, etc. Il réussit finalement à relancer face au jeu. Bon, alors il perd la balle, mais enfin le ballon est récupéré par un joueur de Monaco, mais je trouve que c'est une action qui témoigne un peu vraiment de la confiance qu'il habite en ce moment. C'est véritablement aujourd'hui un leader enfin voir le leader de cette équipe, c'est celui qui l'entraîne vers l'avant, il a un rôle absolument essentiel et puis il enchaîne vraiment tous les matchs euh, en ne sortant jamais. Là sur on est depuis la Ouais. rencontre contre en fait, on joue tous les 3 jours et j'étais persuadé il allait y avoir au moins une rencontre où il allait démarrer sur le banc ou alors sortir ou rentrer en cours de match, mais non, c'est 90 minutes à chaque fois et 90 minutes à haute intensité et à laquelle là maintenant il allie une justesse, une vraie justesse technique, que ce soit dans ses prises de balles aussi, qui sont phénoménales. Il y a des non là il est dans un très grand moment. Il est en train de changer de dimension. Ouais. Non, je suis d'accord. T'as un changement de dimension, un joueur épanoui, vraiment épanoui. Et athlétiquement, enfin on le redit, mais athlétiquement, c'est hallucinant ce qu'il envoie quand même. Parce que on dit souvent, ouais, la préparation d'avant-saison. Lui, sa préparation d'avant-saison, c'était les JO sous le cagnard en jouant 7 matchs en 15 jours, quoi. En 18 jours, je crois qu'il a joué 7 matchs. Donc c'est hallucinant. Il a à peine eu des vacances, hein. Et là, on est donc mi-décembre. Tous, regardez en face à Monaco, ça tirait la longue hier. Et lui, il enchaînait les allers-retours, il continuait, il accélérait. Parce que Vanderson, niveau physique, niveau vitesse, c'est un client quand même. C'est un très très bon latéral, Vanderson. Il y a des moments, il était à l'agonie littéralement. Ben Seguir, il a un peu voulu en faire son petit quand même, hein. C'était mignon sur certains aspects, genre écoute, t'es gentil, tu vas voir qui est papa et tu vas rester à la maison, quoi. Non, vraiment, on me dit sur live, il a passé le cap de la régularité. Ouais, ouais, non, c'est sûr, incroyable. 6 matchs chez JO, il y en a pas 7. Il me semblait qu'il y avait des huitièmes au JO. Ça fait les 3 matchs de poule. Après, ils font huitième, quart, demi. Et il fait petite finale contre l'Egypte de mémoire. Il me semble qu'il joue 7 matchs au JO à Kimi, hein, mais c'est énorme. Et ah, c'était quart direct. Je lui ai rajouté. C'était quart direct. Donc c'est 6 Ouais, je crois que matchs. c'était quart direct. Ah oui, non, c'est possible, parce qu'il y a 6 matchs en 18 jours, c'est ça. Et rien que ça, c'est Ah hallucinant. bah oui, Et là, ah oui, mais bah, oui. et bah c'est. Généralement, les joueurs qui font ça, surtout qui vont loin dans la compétition, bah, lui, il a joué le maximum Hmm. de matchs possibles. La saison suivante, les mecs, c'est très compliqué pour eux. On se rappelle de Marquinhos là en 2016. Bon, c'était pas la même santé de fer que Hakimi. Ouais, Là, c'est clair. c'est en termes de préparation. Enfin, moi, j'avais très peur justement, surtout que c'est pas le poste de l'effectif auquel on est le plus fourni. Et c'est un poste où bah, le remplaçant est un titulaire en fait ailleurs, donc c'est assez problématique. Et pourtant, bah, Hakimi est là et bien là, hein. Ouais. Non, mais ça, comme dit, Marquinhos crachait ses poumons en 2016. Mais rappelez-vous, Thiago Silva en 2012, de mémoire, il se blesse en finale où il commence à jouer avec le PSG limite le 15 septembre, hein.
Donc bon, ça avait été un peu problématique. Hakimi, incroyable, encore une fois, bravo à lui. On avance, on passe au milieu de terrain. Est-ce qu'il y en a un dont tu veux parler, Daryl, parmi les trois? Donc Vitinha était la sentinelle, Joao Neves on en a un peu parlé, Fabian Ruiz était le relayeur gauche. J'ai vu beaucoup de débats sur Fabian Ruiz. Est-ce qu'il a fait un bon match? Est-ce qu'il a fait un mauvais match? Il y en a beaucoup qui ont, même des gens qui ne l'apprécient pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas grand monde dans la communauté parisienne qui apprécie Fabian Ruiz, qui ont trouvé qu'il avait fait un bon match. On nous dit les trois font un match. Moi je trouve que tous les milieux font un bon match. Dans un rôle finalement assez solide. Assez similaire. Pas forcément bien avec Ouais, je le suis d'accord. ballon. Pas toujours parfait sans le ballon. Mais bien avec. Bonne utilisation, bonne chose quoi. Ouais, Ouais. oui, puis bonne répartition des rôles, bien bonne occupation des espaces. Voilà, je trouve que le milieu, quand même, dernièrement, commence à prendre une belle forme, quoi, puisque en plus avec cette animation et puis cet entraîneur, ils ont vraiment un rôle très particulier. On leur demande énormément de choses en fait à chacun individuellement, et c'est quelque chose qui nécessite vraiment beaucoup de qualité et de l'intelligence et une bonne interprétation de différents rôles, en fait, de différents aspects du poste. Et là, j'ai trouvé, comme contre Lyon d'ailleurs, que le milieu avait vraiment livré une belle prestation, et Fabien Ruiz en particulier, il a été, c'est vrai que c'est un joueur qui est très critiqué, qui divise pas mal les foules, mais là, non, il a un vrai apport, même sur ses frappes qui ont tendance à manquer un petit peu de calcium. Là, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, il y en a une qui génère un but. Donc non, c'était plutôt un Fabien Ruiz intéressant. Et puis avec toujours cette véritable intelligence quand il s'agit de faire des déplacements ou de se positionner à des endroits qui font mal à l'adversaire. Non, c'est sûr. Non, ouais, 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 du bon Fabien Ruiz. Ouais. On nous dit c'est impopulaire, mais j'aime bien Ruiz. Allez, passe en DM, on va parler toi et moi. T'inquiète pas. Tu n'es pas le seul. Non, plus sérieusement, petit mot très positif sur le match de Vitinha, surtout la dernière demi-heure. Alors, faut être honnête, hein, c'est une porte de saloon devant la défense quand il faut défendre. Mais la dernière demi-heure, quand il prend le ballon et qu'il faut aller gagner, eh ben, il fait vraiment des choses avec le ballon que pas grand monde ne sait faire. Surtout, il distribue, il est disponible en permanence. C'est assez impressionnant ce qu'il est en mesure de faire quand il est comme ça, Mm. dans un bon état d'esprit et surtout dans une volonté de vraiment, De guider. ouais, de guider. On me dit le Vitinha à la fin de match, là, au top au niveau technique, mais la dernière demi-heure de Vitinha Et dans au niveau physique aussi, hein, parce ah qu'il ouais est ouais, partout. ah il court, hein, il est incroyable, il est vraiment incroyable. Donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Première mi-temps, quand on joue vite, il est moins important. Mais en deuxième mi-temps, quand il y a besoin vraiment de mettre la main sur le match, vraiment de prendre le ballon à l'adversaire, de dire en fait, c'est nous qui allons écrire le match, et toi, tu vas être en mesure de. Bah, tu vas faire ce que tu peux. Mais le match, en fait, c'est nous qui allons l'écrire. T'es un rôle secondaire, en fait. Et là, le leadership qui développe à ce moment-là de la rencontre, à la dernière demi-heure, une personne sur la live tout à l'heure me disait, et je suis totalement d'accord avec elle, j'ai eu l'impression de revoir le Vitinha de PSG Dortmund. Ou pareil, la deuxième mi-temps, et il avait pris le ballon, il a dit attendez, on va y aller en finale en fait. Bon, on n'y est pas allé, hein, je sais pas si vous vous rappelez, on n'y est pas allé, mais c'était pas de sa faute parce qu'il avait vraiment tout fait quoi. Donc plaisir de le voir comme ça en mesure de proposer ce genre de choses sur une séquence aussi longue et aussi importante. Tu veux rajouter quelque chose sur les milieux? Tiens, sur la Non, vie. pas particulièrement. Ouais. On dit c'est moi qui ai dit ça les filles, ne vous battez pas. Je peux vous donner son compte Twitter, et je le connais ce jeune. On parle de Warren effectivement. Que je trouve que ce que tu dis sur Warren, il joue sa partition en complément des autres et c'est ce qu'il peut faire de mieux au final quoi. Gagner des duels, remonter des mètres, balle au pied, compenser. C'est un joueur qui est important pour les autres, Warren. C'est pas forcément un joueur qui va se mettre naturellement en avant. Donc il le fait très bien en ce moment et c'est ce qu'on peut lui demander de mieux quoi.
On évoque vite fait les... Bon, Doué, on l'a déjà beaucoup évoqué. Peut-être Dembélé, Ramos, Barcola. Ouais, ouais. De qui veux-tu... Dembélé, c'est Allez, intéressant. Son match est intéressant parce que en fait, il a été ultra décisif. Il marque 2 buts, mais c'est un match qui est pas vraiment dembélesque, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas vu un joueur, enfin un feu follet briller vraiment dans l'élimination, dans la création de dangers ou d'occasions. Mais par contre, il a été d'une efficacité redoutable. Je crois qu'il a 4 frappes, toutes cadrées. Ça, c'est une stat qui est tout simplement incroyable quand on parle de d'Ousmane Dembélé. c'est pas C'est normal. pas, C'est pas ouais, normal. c'est pas le genre voilà, de pourcentage auquel on s'attend en termes de frappe cadrée. Et il finit donc, il marque 2 buts en plus très importants, enfin surtout le premier des deux, dans un style qui ressemblerait plus à ce qu'on pourrait attendre d'un Gonzalo Ramos par exemple. Là vraiment il surgit en renard des surfaces pour conclure. Et puis son deuxième but aussi vient du côté gauche sur une course dans la profondeur et avec un délicieux piqué, plein de justesse et de précision. Donc c'est un match différent de Dembélé par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, mais très très loin d'être inintéressant et même il joue voilà un rôle énorme dans ce résultat. Donc non, j'ai plutôt apprécié son match, même si c'est pas Mm. forcément ce à quoi il nous a habitués. Et puis c'est vrai que dernièrement, bon, il y avait toutes ces histoires de mésentente avec Lucien Riquet. Ça, c'est pas plus mal en fait qu'il soit performant à ce moment-là pour faire taire un peu tout ça et qu'on Ouais. se concentre sur ce qui compte, c'est-à-dire le football. Ouais, et on me dit sur le live, Piqué à la Di Maria sur le deuxième but, il y a beaucoup de ça, Un effectivement. peu de ça. Ouais, Gaucher, pied gauche comme ça, voilà. On me dit, j'ai raté le ouais. début, vous avez parlé de Singo. Ouais, ouais, on en a parlé, on a fait 10 Ah minutes bah sur oui. l'arbitrage, et à notre échelle, c'est déjà le bout du monde. Hein. Voilà. On me dit, Dembouz, fais-moi des bébés. Bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Et on parle de la déclaration d'après-match, très modeste. Dembélé est très sourd comme ça face au micro. Pas du tout... Il est très juste, hein, Ouais, devant les micros. ouais, exactement. Il est vraiment très juste parce que pas du tout le joueur qu'il est en fait quelque part. Sur le terrain, c'est un élément un peu instable, un peu enflammable même, j'ai envie de dire, mais face à un micro, d'un froid et d'un recul qui est assez bluffant d'ailleurs. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait eu des phrases assez sensées. On nous dit, je pense que beaucoup de gens ont douté de Dembélé après le clash avec Luis Enrique, mais au final, ça a l'air d'aller mieux. Oui, et puis je pense que les deux savent très bien qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Dembélé, il sait que son coach est capable de faire jouer un autre mec que lui pendant 6 mois s'il veut aller jouer au plus bête. Et Luis Enrique, il sait très bien qu'il a besoin de Dembélé parce que ça reste un très bon joueur malgré tout. Oui, il est pas très doué devant le but, mais bon, il en est quand même à 8 buts en Ligue 1. Sur une saison, ça ferait quoi 15-16 buts, c'est pas mal, hein, ça compte. Et puis bah, ça reste un joueur différent. C'est un joueur qui fait des différences, Ousmane, donc c'est toujours un joueur intéressant. Bon, après, on sait que d'un match à l'autre, pas toujours le plus fiable. Est-ce que vous croyez au déclic pour la finition? Absolument pas. Je suis très content pour lui, mais alors j'y crois pas du tout. Non, non, Voilà. non, non, pas du tout. Non, 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 non. C'est un bon passage Mm. et ça tombe bien parce que c'est sur 2 matchs très importants face à de gros adversaires. Mais non, j'y crois pas. Après, c'est vrai qu'il a quand même cette petite tendance à avoir ses poussées de précision et d'efficacité devant la cage au bon moment. L'an dernier, c'était arrivé aussi Contre le Barça. voilà, à un moment de la saison où on en avait bien besoin et où ça nous a fait le plus grand bien. Voilà, c'est ça. En fait, je crois pas. Pour moi, c'est pas une question de déclic. C'est une question de technique de frappe, notamment. Voilà. C'est pour ça que je crois pas à un déclic. Un joueur comme Mbappé, par exemple, il a énormément travaillé cette technique de frappe. Ousmane, sa technique de frappe, c'est un peu comme sa technique de dribble. Elle est aléatoire. Au début de l'action, il sait pas comment il va dribbler, il sait pas comment il va tirer. Donc, et c'est pas méchant, c'est juste que c'est un joueur qui est totalement libre dans ses choix, tout ça. Bon,
On nous dit il a arrêté de tirer comme un bourrin. Bah regardez la frappe à la 45e plus 4 en angle fermé, il envoie un cachou tout droit dans les bras du gardien. C'est un peu de ça quand même. Mais donc, on va voir. En tout cas, c'est très bien qu'il ait marqué ces 2 buts parce que ces 2 buts, surtout le premier, qui font beaucoup de bien et qui changent la phase du match. Daryl, tu veux rajouter un truc sur Barcola? On parle vite fait du Pistolero. On parle de quoi? Bon, Barcola, c'est un peu le même match que ce qu'il a produit récemment. Donc, Ouais, c'est. bah, ouais. Bah, en fait, je trouve. Il faut qu'il se repose lui aussi, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que Barcola, c'est le joueur avec Pacho de l'effectif qui a l'air le plus fatigué. Et je trouve son début de match, par exemple, au premier quart d'heure est excellent. Pendant un quart d'heure, il est vraiment bon, hein. Mais il a rien dans les jambes. Il a passé 2 accélérations et ensuite terminé rideau. C'est, Mm, je pense qu'actuellement, c'est ça. il faut le faire jouer comme remplaçant. Ouais, ça tombe bien, il reste un match. Et puis il va couper à Noël, ça va lui faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. On me Ouais, la dit, montée en puissance de Doué tombe bien, quoi. Pour ouais, ça a permis de reposer un petit peu Barcola. Mais bon, c'est là, il faut vraiment qu'il ait une petite coupure. ouais. Parce que ouais, c'est compliqué. C'est même pas. C'est difficile pour lui d'exister sur la durée d'un match. Et il est capable de faire des différences, voilà, de façon un peu parcellaire, mais ouais, c'est compliqué, quoi. Par rapport au Barcola qu'on voyait en début de saison, il n'y a plus le même feu dans les jambes. Hmm. On me dit sa palette de dribble. Non, je suis pas sûr que ce soit que la palette de dribble. C'est sûr que quand il n'y a pas le coup de rein et qu'il y a l'accumulation, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue mentale aussi. C'est un joueur, vous vous rendez compte, il est passé, il arrive à l'Euro, il était tout frais, là, en équipe de France, Deschamps lui fait débuter un match sur 2. Au PSG, il a eu beaucoup de pression, il a été énormément critiqué, tout ça, tout ça. Il manque de lucidité, il manque d'explosivité. Ah, c'est juste un joueur qui est fatigué, quoi. Et c'est la première saison où il est vraiment titulaire comme ça, depuis le coup d'envoi, sans réellement la prépa et tout. Donc ouais, il faut lui laisser du temps. C'est un tout jeune joueur, Bradley. C'est un joueur qui a 22 ans encore. Donc c'est pas Ouais, agréable, mais ça fait partie de son apprentissage aussi, quoi. ouais, ça, il paye un petit peu son début de saison vraiment hyper canon qui a généré beaucoup d'attentes sur lui. D'ailleurs, Et on a je- profité un peu, enfin, on en a ouais. aussi, on l'a beaucoup encensé, hein, donc voilà, Mm. mais Et c'est clair qu'il faut garder en tête que c'est un joueur qui a quand même pas 3 ans de carrière professionnelle. Hein. sur le live, on me dit il a joué tous les matchs en Ligue 1. Mais le truc, c'est qu'il a joué tous les matchs en Ligue 1, il a joué tous les matchs en Ligue des Champions, et il a joué tous les matchs de l'équipe de France. Voilà, c'est-à-dire que cette saison, Bradley Barcola, il en est déjà à 22 matchs joués. Donc ça, 22 c'est avec le PSG, plus 6 avec l'équipe de France. Donc il est déjà à 28 matchs joués, Barcola. Donc faut pas s'étonner qu'il finisse lessivé cette demi-saison. Et puis bah maintenant il va se reposer et ça va lui faire du bien. Et Doué qui monte en puissance, c'est très bien aussi. Voilà. On dit est-ce qu'on peut parler de Magnès à Cliouche? Ah bah très bon joueur Magnès. Première mi-temps fantomatique, mais la deuxième c'est lui qui relance Monaco. Excellent joueur. Après, est-ce que ce sera un joueur du PSG? Moi, c'est un joueur que j'apprécie plus qu'un Ryan Cherky, par exemple. Mais qu'est-ce que le joueur veut faire aussi? Est-ce que le PSG veut de lui? Tout ça, bon, c'est une autre problématique. Oui, et puis après avoir vu PSG-OL et Monaco-PSG à 3 jours d'écart, je suis définitivement sûr que je préfère un Kliouch à Cherky, ne serait-ce qu'à la perte du ballon. Daryl, on finit par un petit mot sur le pistolero quand même. Parce Ah oui, que oui, oui. ce jeune aime Ah, marquer. encore. Ah, il est Ouais, incroyable. quelle entrée. Ah, je sais pas, il a dû toucher quoi, 4 ballons. Il nous fait une passe horrible. Ça, faut pas l'oublier, celle-là. Mais Ah oui, alors, oui, oui, c'est vrai, c'est son petit décalage raté là. Ouais, c'est dommage ça. le décalage à contre-temps, c'est une passe de Ah, terroriste. Mais alors, ce petit but encore, ce coup de tête, bam. Il est incroyable, le pistolero. Non, vraiment, il est incroyable. Ce... Je sais pas si on a déjà eu un mec qui marquait autant en entrant en jeu quand même. Parce que, enfin, là, il en est à oui, 9 buts au PSG en étant entré en jeu. Enfin, c'est un total. c'est un gros total hein, pour un joueur qui a été en plus absent sur de longues périodes. C'est un total très conséquent. Mm. Non, vraiment, on me dit quelle détermination, le travail défensif et tout. Non, non, Ouais. vrai- Ouais, c'est un joueur qui fait plaisir et enfin, moi j'aime beaucoup le voir marquer comme ça me fait toujours plaisir pour lui. Son état d'esprit est absolument irréprochable.
son profil est unique dans l'équipe et toujours nécessaire, à mon sens, dans un groupe. Et là, non, c'est bien ce que fait Ramos. Tiens, On l'entend pas moufter. non. Il démarre alors qu'il pourrait très bien, vu c'est le caractère décisif de ses entrées en jeu, il pourrait largement prétendre à plus que ça, mais voilà, il fait ce qu'il a à faire. C'est non, très bien, Ouais. super. Tiens, sur live, on me dit, j'ai l'impression que Enrique peut pas le blairer. Non, Je pense qu'il y a de la gestion physique, parce qu'il revient de 3 mois d'absence. Il l'a beaucoup fait jouer au début pour l'avoir contre Salzbourg. Euh, je pense pas qu'il le voit comme un titulaire indiscutable, mais Luis Enrique, il sait le prix d'un but. Hein. Il sait ce que ça vaut un but dans le football. Hein. Si vous avez vu le reportage, souvenez-vous ce qu'il dit quand il est à la tête du Barça B sur. C'est Soriano à l'époque, c'est ça, c'est Jonathan Soriano. Il dit ouais, bah peut-être qu'il fume qu'un paquet de clubs par jour, mais j'ai besoin d'un mec qui marque des buts quoi. Donc je ferme les yeux et je lui dis t'as qu'à fumer chez toi quoi. Euh, bon, je pense que Luis Enrique, il sait très bien que il a un mec fiable dans la surface, un seul, c'est Gonzalo Ramos. Et il est là, mais il est au rendez-vous. Hein. Contre Lyon, il marque. Salzbourg, il marque. Hier, il marque encore. Et Doué. C'est vrai que Doué, mais bon. Si je dois mettre un centre dans la surface, je mets plutôt oui, Gonzalo Ramos que Doué ou ouais, Hakimi. ouais, ouais, clairement. Je sais qui je préfère avoir dans la surface. Donc, non, voilà. Mais j'ai hâte j'espère le revoir en Coupe de Bah, je France pense qu'il jouera titulaire. contre Lens. Hein. Ouais, je Oui, mais pense aussi. Hein. je pense que c'est une question. Enfin, pour moi, c'est pas que voilà une appréciable. S'il a démarré sur le banc dernièrement, c'est donc comme tu l'as dit pour des raisons physiques et aussi pour une question de profil d'adversaire. Là, je pense que contre Lens, je m'attends quand même à le voir démarrer. Ouais. Et je pense aussi que, tu vois, par exemple, il a joué titulaire Salzbourg, remplaçant Lyon. Remplaçant Monaco, je pense qu'il sera titulaire Lens, comme ça lui fait une titularisation, une entrée en jeu dans la semaine et pas deux titularisations, tout ça. Mm. Ouais. Donc, mais bon, le Pistolero est quand même un joueur qui sait marquer contre les gros clubs, hein, parce que Marseille il a marqué, Monaco il a marqué, Lyon il a marqué, Lille l'an dernier il avait marqué. Euh, Attention, ça. Ouais, il a marqué contre tous les gros du championnat déjà, hein, en Hmm. étant là depuis un an et demi, avec en cumulé peut-être 4 mois d'absence, Ouais, 4 ou 5 mois d'absence. bah, l'an Ouais, dernier, quand il a été malade à l'hiver, bah oui, il a son pas virus. joué pendant un mois et demi, 2 mois pratiquement. Il était vraiment éclaté le pauvre. Hein. Donc, on lui souhaite de pouvoir garder la santé et d'enchaîner les matchs. Sur Mm. ce, je pense qu'on a fait le tour. Non, je voulais remercier les subbers. Merci à Arnaud Ben, à Léolith, à Dawix97. C'était en cours d'émission. 42 minutes, Gonzalo Ramos contre les clubs Monaco et Lyon et il a mis 2 buts et tout. Non, très fort, très très fort le jeune. Sur ce, c'était possiblement le dernier podcast de 2024, je vais pas vous mentir. Vous pouvez remercier Daryl d'avoir été fidèle au poste alors qu'il croule sous le boulot et qu'il a sacrifié sa soirée pour être avec nous. On va essayer de faire un podcast lundi prochain après PSG Lens, enfin Lens PSG. Danger, bah oui, match à Lens, c'est toujours dur d'aller gagner à Lens. Je vous dis honnêtement, je suis pas sûr de pouvoir trouver des personnes pour faire le podcast lundi prochain et je suis pas sûr surtout de pouvoir héberger le podcast parce que je ne serai pas chez moi. Et avec les problèmes de connexion, je sais pas si vous vous rappelez le podcast chez mes parents où le wifi sautait en permanence, tout ça, bah, ça sera un peu des conditions similaires. Donc, à voir, mais vraiment rien de garanti. Et on reprendra tout ça dès le trophée des champions, début 2025. On y fait le tout seul. Je vais pas faire un podcast tout seul. J'ai fait quelques lives avec juste vous le live, mais c'est pas pareil. Puis à la fin, t'as trop soif, c'est compliqué. Voilà. Débrief d'après-match. Non, non, parce que je vous explique pourquoi je fais pas un débrief d'après-match. Parce que le match est à 21h10 ou un truc du genre. C'est les horaires impossibles du dimanche en Coupe de France. Je vais finir à 5h du matin. Donc non, non, je suis désolé, je ferai pas un live d'après-match. On verra. Un podcast Mercato, pareil, ça attendra janvier. J'ai envie d'en profiter aussi de mes petites vacances. Voilà. Et oui, les petits podcasts Paris Sport en avant-match, c'était le feu, mais pour moi, c'était un peu compliqué à organiser et tout. Et j'avoue que nous n'étions pas très nombreux, donc c'était pas forcément toujours utile.
Sur ce, nous arrivons à l'heure des au revoir. Vous m'aviez dit à 2, on va faire 2h30. Nous avons tenu 1h30 avec Daryl, avec vous beaucoup le live, parce que vous avez été très présents et c'était un plaisir de partager ça avec vous. On vous remercie pour tout. On vous dit à très bientôt. Bonne fête à tous, bonnes vacances. Portez-vous bien, profitez bien de votre famille si vous avez la chance de pouvoir l'avoir, de vos proches, de tout ça. Et à très vite. En tout cas, on a passé quand même un beau mercredi soir et un beau jeudi soir tous ensemble. Allez, bisous, bonne nuit tout le monde, ciao ciao. Ciao tout le monde, bonne nuit, bisous, passez de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt. Et on souhaite du flow à Safonov et de l'open source pour tous. À bientôt.